Ah mais ils sont pas là avant, c'est ça? Ils ont déjeuné avec les viticulteurs et ben, je vous dirai, je vous ferai un petit point presse là, tout à l'heure et je répondrai bien sûr à vos questions. Peut-être après la visite. Exactement, Hein, tout à fait. On est parti pour une petite balade au cœur des vignes. Et là sur votre gauche, donc, on essaye petit à petit de restructurer le vignoble pour encourager justement la jeunesse à vouloir revenir travailler dans nos vignes. Voilà, qui est un super métier. Ah oui, ça c'est un métier de passion, mais c'est vrai que la situation est inquiétante. Hein, la situation n'est pas simple. C'est vrai que c'est un combat de tous les jours. On ne sait pas ce que demain sera fait. Ouais. Mais parce que le problème, au-delà, je veux dire, du problème des jeunes qui bien souvent s'écartent complètement dans les exploitations familiales, le problème c'est aussi comment dire, la valeur du patrimoine, quoi. Bien sûr. Hein, parce qu'à partir du moment où il y a toute une série d'exploitations qui ferment parce qu'elles ont des problèmes économiques, ça fait perdre évidemment de la valeur aussi au terrain. Et moins il y a de gens qui veulent reprendre, et plus ce sera compliqué. Voilà. Tout à fait. Or c'est votre bien. Voilà, ça c'est notre bien. C'est mon beau-père qui a monté cette exploitation. Donc c'est 2 générations. Mon grand-père était également producteur, mais il était plutôt ouvrier viticole. Donc voilà, on aimerait vraiment garder cette richesse que l'on a, parce que nous sommes vraiment passionnés par ce que l'on fait. Je suis venu lancer un signal d'alarme, parce que j'ai vu trop de professions qui se sont réveillées trop tard, confrontées notamment à des décisions prises, souvent, il faut bien dire, par l'Union européenne, imposées au bénéfice de quelques-uns mais au détriment de l'immense majorité, et bien souvent quand la réaction arrive, elle est trop tardive. Or moi je suis venu lancer un signal d'alarme ici aux viticulteurs en disant que les viticulteurs doivent absolument se mobiliser contre la libéralisation des droits de plantation, parce que si la libéralisation des droits de plantation passe et est imposée par l'Union européenne, en 5 ans les vignobles seront nettoyés. La viticulture sera nettoyée. Il faut le savoir, voilà. Donc à un moment donné, on dit on mène des batailles, mais parfois la bataille est la dernière. Et celle-là, c'est la dernière. C'est-à-dire que si elle est perdue, ce sera la fin. Bon, l'Union européenne a fait déjà beaucoup de mal. Ça a coûté quand même très cher, l'arrachage, etc. Là, c'est vraiment l'arrêt ce sera la mort, quoi, la mort de la viticulture. Alors on se bat beaucoup au Parlement. Mais derrière tout ça, il y a beaucoup de lobbies. Il y a beaucoup de gros sous, il y a beaucoup de très grosses entreprises qui n'attendent qu'une chose, c'est cette libéralisation des droits de plantation pour pouvoir envahir les plaines, mécaniser tout ça. Et puis hop, Bien sûr, pour nous petits producteurs, ce serait vraiment une catastrophe. Ça va ramener un volume de vin, et là nous sommes après rééquilibrer l'offre et la demande. Et là, si vous pouvez planter n'importe où, mettre des cépages qui ne correspondent pas du tout à une région parce qu'ils ont besoin de soleil, ils vont être plantés au nord, ce serait catastrophique. C'est ça, et ce qui est incroyable dans cette affaire quand même, c'est que l'ensemble, en tout cas de ce qu'ils disent, l'ensemble des 16 pays en gros qui sont concernés, je veux dire, par ces problèmes, sont contre. Et pourtant, un ou deux technocrates européens peuvent imposer, c'est là où on voit que les nations sont plus aussi libres qu'on veut bien nous le dire, dans le cadre de cette Union européenne. Mais là vraiment, je veux dire, je veux pas que les viticulteurs me tiennent soit dans la situation dans laquelle j'ai trouvé les pêcheurs de Sète, par exemple, qui, encore une fois, ont réagi trop tard et puis ils sont morts, quoi. Ouais, c'est terminé, c'est fini, c'est plié. Bon. Or, la qualité, l'emploi, parce qu'il y a ça aussi, la tradition, la sécurité aussi sanitaire, parce que ça c'est un de mes grands combats, parce que je pense qu'on est dans un monde là aujourd'hui avec des règles qui sont des règles qui ne permettent pas et de préserver la qualité dans le cadre des importations qui sont faites en France. Alors nous on fait de la super qualité, bien sûr. Nous on respecte des normes sanitaires qui sont incroyables, c'est vrai qu'on a beaucoup demandé aussi
d'investissement pour ça, etc. Mais en même temps, on est en concurrence avec des produits qui ne respectent pas tout ça, quoi. Et ça, c'est un vrai... Une concurrence un peu déloyale. Ah ben, c'est pas un peu, c'est complètement déloyal. Complètement déloyal. Et ça, on retrouve ça, je veux dire, dans beaucoup de domaines agricoles. C'est-à-dire qu'on a beaucoup demandé aux agriculteurs, on leur a beaucoup demandé en termes d'investissement, on leur a beaucoup imposé de normes et d'une manière absolument insensée. En revanche, on ne réclame pas ces mêmes conditions aux produits qui sont importés et donc consommés sur le territoire. Mais on peut continuer à avoir du vin, des vins qui ont 1000 saveurs différentes. Et de qualité, donc ce serait l'idéal. Il faut absolument attirer l'attention du public sur ce problème de fond qui est le problème de la libéralisation des droits de plantation. Donc je veux dire, c'est tous les Français qui s'intéressent. Ça, je viens de dire moi ici. Hein. C'est pas uniquement la défense d'intérêt catégoriel, les viticulteurs qui... Non, c'est tous les Français que ça concerne, ce problème-là. Quand on voit des exploitations comme la vôtre, ça ferait mal au cœur que ça soit remplacé par ça là-bas. Exactement, voilà. Oui. Donc il faut se battre. Voilà, on va mener là-dessus. Exactement. On n'arrivait plus à vivre on est loin du revenu juste. Hein, là. Tout à fait. Par rapport au travail qui est fourni, on en est très très loin. On en est très loin. C'est beaucoup d'heures. Donc voici la cave de dégustation. Donc c'est là où je reçois les clients. C'est là aussi où on travaille, on étiquette, on met en carton. Je fais également manger mes vendangeurs, donc au mois de septembre. Donc voilà, et puis donc... Vous faites combien votre production est combien? Notre production, donc, elle est de 52 hectares hecto. 52 hectares, pardon. Et donc nous, on produit à peu près entre 35 et 40 000 bouteilles par an. Voilà. Toutes les exploitations qui ferment ici, et tous les emplois induits tomberaient, et ils vont se reconvertir dans quoi? C'est ça la vraie question. Ils vont se reconvertir dans quoi? Donc on va accélérer la désertification rurale, tous ces coteaux se transforment en riches et puis ça va contribuer à une augmentation massive du chômage. Je crois. Il y a urgence? Ah, il y a eu. Je crois que c'est vraiment là. Moi, je suis venu sonner l'alarme, quoi, hein, sonner le clairon, en disant attention, parce que ne vous réveillez pas quand cette énorme machine qu'est l'Union soviétique européenne aura déjà broyé, parce qu'à ce moment-là, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais il sera trop tard. Il sera trop tard pour la viticulture. Si on autorise des plantations partout, n'importe où, sans aucune régulation, c'est la fin de la viticulture française. Voilà, c'est la fin. Et la viticulture sera alors dirigée par des très grands groupes, qui, encore une fois, produiront du vin Coca-Cola, qui aura le même goût, et on aura mis sur le carreau je sais pas, patrimoine. Encore une fois, un patrimoine, mais surtout un savoir-faire, qui est un savoir-faire pluriséculaire. Quand on ne sait plus, après... Pluriséculaire et qui continue à évoluer, parce que jamais le vignoble français n'a été d'aussi bonne qualité, jamais il n'a été aussi diversifié, et cet effort de diversification et de qualité, il a été avant tout porté par des petits exploitants, par des exploitations familiales. L'exploitation familiale, c'est pas ringard, c'est l'avenir, c'est la clé. Et si on balaye ces exploitants, on va arriver à du management industriel de base. Et avec ça, on ne pourra plus rien faire. Personne ne pourra s'installer. Les prix auront été complètement cassés. On arrivera à des crises de surproduction, mais comme jamais. Les plans d'arrachage au niveau européen, ces 10 dernières années, 15 dernières années, ça a coûté 1 milliard au niveau européen. Et là, on s'apprête à autoriser tout le monde à planter. C'est ridicule. 1 milliard, c'est quand même pas rien. La deuxième chose, c'est il faut regarder ce qui se passe en Australie encore en ce moment. On ne vend plus du vin sur les marchés, on vend du jus de raisin. Les Chinois se mettent à produire du vin. Vous croyez qu'ils ont beaucoup de vignes? Non. Ils achètent des cuves de raisin en jus en Australie, ils transforment ça chez eux, ils mettent une étiquette dessus et ça s'appelle du vin. L'hectolitre coté sur marché à terme que souhaitent certains industriels et négociants, c'est exactement ça. Ce qu'on voit sur le maïs, ce qu'on voit sur le blé, ce qu'on voit maintenant sur la poudre de lait, c'est ce qu'ils veulent pour le vin. Et on parlera d'un marché, on parlera
uniquement de langue financière. Les terroirs, là-dessus, ce sera marginal. Il restera qui? Quelques grands crus, parce que bon, il faut bien faire plaisir aux milliardaires. Mais le vin, le Beaujolais Village, en France, c'est le plaisir du peuple français et aussi de tous nos visiteurs. C'est ça qu'il faut défendre. Tout le monde doit se sentir concerné, finalement. Mais justement, je veux pas... Je veux dire, en même temps, je viens appeler les viticulteurs à se défendre parce que je crois qu'ils ne sont plus défendus par leurs syndicats qui sont en réalité les complices des volontés exprimées par l'Union européenne, quoi qu'ils en disent, hein. Mais c'est surtout l'ensemble des Français que je voudrais associer à cette cause parce qu'elle est extrêmement grave dans ses conséquences et symbolique, encore une fois, des catastrophes qui peuvent être la conséquence des décisions de dérégulation de l'Union européenne. Ça va aller très vite. Le jour où ils voteront la dérégulation, où ils imposeront à la France la dérégulation, ce jour-là, la viticulture mourra dans les 5 ans. Voilà. Donc, je veux dire, honnêtement, il ne faut pas se réveiller trop tard, quoi, hein. Moi, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, les pêcheurs de Sète, ben, quand ils se sont... c'était trop tard. C'était trop tard. Les quand éleveurs ils se sont laitiers. rendus compte de ce qui se passait, c'était déjà trop tard. Les producteurs de lait, c'était déjà trop tard. Eh bien, il ne faut pas que pour les viticulteurs, ce soit trop tard. Et je viens donc tirer la sonnette d'alarme. Il y a des réunions qui se déroulent en ce moment même dans le cadre du Parlement européen. Il y a des gens qui s'opposent à cela, à cette libéralisation des droits de plantation. Mais moi, je connais la puissance des technocrates européens. Et des lobbies qui vont avec. Et des lobbies, parce que derrière tout ça, il y a des histoires de gros sous. Il ne faut pas se raconter l'histoire. C'est les grandes entreprises qui vont en profiter, je veux dire, pour faire comme la seule chose qu'elles sont capables de faire d'ailleurs, c'est-à-dire du profit. Parce qu'en général, elles font plus de profit que d'emploi, il faut bien dire. Et alors, il est comment ce vin? Il est délicieux. Mais vraiment, vous avez un petit air jaloux là. Un peu. Voilà. La qualité, la tradition, au moment où il y a de très grands dangers qui pèsent sur la viticulture française, notamment à cause des décisions de libéralisation des droits de plantation qui sont en discussion au niveau européen. Alors je viens encore une fois défendre ce savoir-faire, en faire à mon petit niveau la promotion et puis demander à tous les Français de se mobiliser pour sauver le vin français qui disparaîtra si on se laisse imposer les dictats européens. Qu'est-ce que vous avez pensé du discours de J'ai pensé que le changement c'était fini et que clairement il a exprimé sa soumission à la doxa ultralibérale, quoi. Voilà, hein. Il suit la feuille de route de Merkel, maintenant c'est clair, et donc il nous emmène sur le chemin de la Grèce, de l'Espagne, avec toutes les conséquences sociales dramatiques que nous aurons à subir dans les mois qui viennent. Pour les points de l'emploi, tous ces points-là, vous pensez qu'il n'a développé aucun argument valable? Mais aucun, il s'est présenté à moitié comme un technicien pour redire des choses qu'il a déjà dites. Le problème, encore une fois, c'est qu'il a raté le vrai virage qui aurait été de dire maintenant stop au libre-échange, stop à l'ultralibéralisme, oui au protectionnisme national, et il ne l'a pas fait. Vous pensez que Manuel Valls a vraiment dérapé? Il est allé un peu loin, il s'est laissé un peu embarquer. Il n'en demeure pas moins que sur l'affaire Mera, je crois qu'il y a un certain nombre de défaillances dont les peuples français doivent être informés. Vous allez être... Viens là. Attention, attention, ça arrive. La situation souvent difficile des viticulteurs, une situation difficile aujourd'hui qui pourrait devenir encore plus demain. Je pense que nous sommes tous co-responsables en quelque sorte de l'avenir et de la défense de nos viticulteurs. Très bien. Et est-ce qu'on peut vous demander ce que vous avez apprécié le Beaujolais? Ah oui, et puis en plus j'ai été intronisé, alors... oui. Donc maintenant, dans l'ordre
du grand argentier, alors il résulte que je me sens une responsabilité supplémentaire. Tout à fait. Alors, en tous les cas, bonne visite et profitez de cette belle fête que vous connaissez sans doute pas. Non, c'est la première fois que je viens, mais j'ai passé une journée jusqu'à présent absolument charmante et je suis persuadé que ça va continuer. Très bien, merci beaucoup, bonne soirée.